Allô? Oui, oui. Madame, mon général, mesdames, messieurs les descendants du colonel Bégoune de Chugnac, monsieur le vice-président du conseil général, mesdames, messieurs en vos diverses qualités, monsieur le président, mes chers amis, j'ai nommé le colonel Jacques Bégoune de Chugnac. Je vous demande de bien vouloir me permettre de remercier les membres des Amis du patrimoine napoléonien qui m'ont aidé à la rénovation de sa sépulture, à savoir mesdames Bouvry et Delgado, monsieur Bouvry, Jérôme Delgado, Granier, mais aussi monsieur le vice-président du conseil général pour l'offre des cailloux et monsieur Leleu de Charlie-sur-Marne. La résistance héroïque sera échangée 4 mois plus tard. Le 26 octobre 1794, il est toujours à l'armée des Alpes, mais comme lieutenant. Après son action lors des combats du Mont Valaisan, on envisage de le nommer chef de bataillon adjudant général, mais de Jugnac, aussi modeste que brave, refuse et demande pour toute faveur de passer dans la cavalerie, qui était l'arme dans laquelle il avait commencé à servir. Capitaine, le 31 janvier 1795 au Hussard des Alpes, il est incorporé avec son grade au 13e régiment du Hussard le 1er septembre de la même année. Il est à la campagne d'Italie de 1795 à 1797, en 3. Chef d'escadron au 1er Hussard le 16 septembre 1805, il participe à la campagne de 1805 à la Grande Armée, puis à celle de 1806. À Iéna, il est un colonel prussien à la tête de son régiment et contribuant au succès de cette journée. Il est âgé de plus de 44 ans lorsqu'il est promu colonel pour être pourvu du 1er régiment de chasseurs de Hussards venant d'être vacant le 20 octobre 1806. Il se fait remarquer au combat de Golimine, où il soutient les attaques réitérées de la cavalerie russe, prenant un étendard à l'ennemi en ce 5 janvier 1807. Le lendemain, il est nommé colonel titulaire du 1er régiment de Hussards. Le 7 janvier 1807, il est fait officier de la Légion d'honneur, et le 6 février suivant, il est blessé au combat de Hof. L'empereur le nomma commandant d'armes de 3e classe, fonction qu'il allait exercer à Ostende dès le 7 octobre. Admis à la retraite le 21 novembre, mais remis en activité aux 100 jours en qualité de colonel à l'état-major du 1er inspecteur général de la gendarmerie, le 3 avril 1815, et titulaire de la Croix de Saint-Louis, il va devenir colonel de la 21e Légion de gendarmerie à Metz, le 19 mai suivant, et puis enfin il sera replacé en position de retraite le 28 juillet. La Restauration l'aura nommé maréchal de camp honoraire. Il décédera à Versailles, au 107 boulevard de la Reine, le 6 avril 1841 à 7 h du soir, inhumé après ses obsèques à l'église Notre-Dame de Versailles le 9 avril, dans ce cimetière de Château-Thierry. À sa mémoire, nous allons déposer les gerbes du souvenir. La famille et l'association. Émouvant. Et croyez bien que nous sommes très fiers dans notre association d'avoir contribué à la sauvegarde de la sépulture de votre ancêtre. Je tiens à cette occasion à remercier chaleureusement notre délégué pour la Picardie, Michel Delgado, et tous ses amis qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé pour ce travail exemplaire, afin que ce grand soldat retrouve une place digne de lui dans ce lieu de mémoire. Je serais bien ingrat de ne pas associer le premier vice-président, Roger Chastain, pour ses recherches personnelles qui se sont avérées fructueuses et heureuses, et de saluer la prestation de nos amis les chasseurs à pied de la garde impériale et de notre hussard. Votre intérêt pour notre action nous fait chaud au cœur. Vous aurez compris que nous vivons dans notre association une belle passion,
qui nous entraîne au cœur du temps, à la rencontre de notre passé, de notre riche histoire de France. Celui qui scelle notre amitié napoléonienne, notre amitié fraternelle, c'est cet homme hors du commun, cet être exceptionnel, un personnage central à qui nul ne ressemble, un génie militaire et un génie civil, Napoléon Bonaparte. Les amis du patrimoine napoléonien, avec cette ferveur, portent bien leur nom. C'est la formule. Après, fermez-moi et marchez. Non, normalement, c'est moi qui t'appuie. Et on avait gagné sur l'autre rive. Il a fallu que les pontonniers de Drouot reconstruisent l'arche du pont qui avait été brisée par les Prussiens de York pour reculer sur la rive droite, pour se stabiliser sur la rive droite, et donc pour que le lendemain, cette rive soit reprise le 13 février à l'ennemi. Donc on va laisser passer nos amis. Donc voici cette évocation de la bataille de Château-Thierry. Napoléon entreprend la poursuite des coalisés que le 12 février en matinée. Avant son départ, il laisse à Montmirail, sous les ordres du général Friant, la première division de vieille garde, ainsi qu'une division de jeune garde sous les ordres du général Curial. Ces unités sont prévues en réserve du corps de Marmont, qui doit maintenir Blücher à l'est de Montmirail. Vers 9 h du matin, l'empereur se lance à la poursuite de l'ennemi avec sa cavalerie, la deuxième division de vieille garde sous les ordres du maréchal Mortier, une division de jeune garde commandée par le maréchal Ney. Il forme deux colonnes. Prenant le commandement de la première, il confie la deuxième à Mortier. Ces colonnes s'engagent dans l'axe de la route de Château-Thierry. Les tirailleurs de Mortier ne tardent pas à se heurter à l'arrière-garde ennemie sur les bords du Doloire et au Cacré. Sacken et York tentent de stopper l'avance française. La cavalerie prussienne est culbutée sur le plateau de Nesle-la-Montagne par la cavalerie française. Dans le même temps, l'infanterie de Mortier parvient à isoler cette arrière-garde du gros du corps de bataille ennemi qui accélère sa retraite. Une fois le plateau de Nesle dégagé, l'armée impériale apparaît sur la crête, en ligne, de Nogental à la route de Châlons, alors que les coalisés en fuite sont déjà harcelés par nos troupes, aidés des paysans armés de fourches et de piques. Alors que notre infanterie descendait sur la pente, toute la cavalerie chargeait des fuyards à travers la plaine. Dans l'avenue bordée de marronniers qui mène au pont, les Français se défendent, les Prussiens, se défendent ardemment, mais ils doivent abandonner et reculer. Le grenadier les attaque, de vagues barricades sont formées par l'ennemi avec des voitures et des caissons. Elles sont enlevées les unes après les autres par nos troupes. On se bat pêle-mêle dans le faubourg. Depuis la levée, sur la rive droite, les Prussiens, qui ont fait sauter le pont, font pilonner par leur artillerie la plaine et le faubourg. Le matin du 13 février, après une première tentative de rétablir les ponts sous le feu nourri de l'ennemi, une compagnie de grenadiers, aidée par la population, traverse la Marne en barque, établissant une tête de pont, permettant ainsi de rétablir le passage en toute sécurité. Le général Drouot et ses pontonniers réparent le pont, alors que nos troupes passent sur la rive droite. L'empereur s'installe à l'hôtel de la Poste.
Et nous avons surtout, comme je le disais, modifié la plaque, puisqu'il y avait une erreur qui avait été faite par le marbrier, puisqu'il avait marqué les dates du 13 et 14 février, du 13 au 14 février, alors que c'était du 12 au 13. Donc je vais vous rappeler un peu le pourquoi de cette stèle. Le soir du combat de Château-Thierry, alors que l'empereur va se reposer pour quelques heures devant la cheminée de la ferme du Luberon, une belle ferme briarde située sur le plateau au-dessus de ce village, le grand quartier général impérial s'installe dans le petit château. Le quartier impérial est un monde à part, qui avait besoin de beaucoup de place pour installer tous ses services, et à moins d'un château exceptionnellement vaste, nous le savons par le baron Fin, secrétaire de l'empereur, qui après avoir dicté ses ordres et sa correspondance, l'empereur et ce qu'on appelait communément sa maison, se retirait le plus souvent à quelque distance, de préférence au milieu de ses troupes. Le 12 février au soir, dont il est inutile de rappeler qu'elle fut créée par Napoléon, alors premier consul en 1802. Pourquoi se distinguer un signe en décor? Le lien avec l'empereur, certes, mais aussi un hommage à tous les légionnaires de l'Empire qui, par leur mérite sur les champs de bataille, se voyaient décerner l'étoile. Et au fur et à mesure des régimes, et nous le verrons un peu plus tard, n'offrait rien de révolutionnaire. Au vrai, dans son aspect général, il rappelait à une branche près celui de la croix de Saint-Louis. Vous avez les deux l'une à côté de l'autre. La croix de Saint-Louis qui n'a que 4 branches. Donc il reprenait en fait le ruban rouge. Toutefois, il a été avancé plusieurs hypothèses, symboles de sociétés secrètes, voire maçonniques, astres figurant dans les armoiries des Bonaparte, ou rappel de la bonne étoile qui a guidé notre brillant général. Enfin, vous ferez votre choix, ou alors vous en trouverez une autre si vous voulez, c'est pas mon problème. Gauche. Gauche.